Bienvenue sur Africa 24 pour cette édition spéciale consacrée au 28e sommet de l'Union africaine qui s'ouvre ce lundi 30 janvier à Addis Abeba en Éthiopie. Au programme, le retour historique du Maroc au sein de l'institution et une élection tendue pour la présidence de la Commission de l'Union africaine. Nous saurons à la fin de ce sommet qui des 5 candidats succédera à Nkosazana Dlamini Zuma, l'actuelle présidente de la Commission de l'Union africaine. Ils sont avec nous tout au long de cette émission pour décrypter les enjeux de ce sommet qui est particulièrement attendu. On parle d'un sommet de tous les enjeux. Notre invité, tout d'abord, est expert, analyste, stratégiste sur les PMA, les pays les moins avancés en développement et émergents, Jean-Bernard Bikim. Monsieur Bikim, bienvenue parmi nous. Bonjour Amira. Et notre éditorialiste, on ne l'oublie pas, Daouda Tal. Daouda, merci d'être avec nous. Merci Amira, bonsoir à toutes et à tous. Daouda, vous allez ouvrir ce débat. On parle d'un sommet, de tous les enjeux. Il va y avoir la succession de Madame Zuma, il va y avoir le retour ou pas très attendu du Maroc. Et puis il y a bien évidemment cette réforme, la réforme de l'institution de l'Union africaine qui a été étudiée avec le président rwandais et quelques-uns de ses collaborateurs. Une enquête en tout cas, et qui va être remise aujourd'hui ou demain à l'Union africaine. Il y aura beaucoup de dossiers chauds dont on va parler au cours de ces 2 jours. Tout à fait, Amira. Je pense qu'il y aura beaucoup de dossiers chauds et des dossiers stratégiques. Bien entendu, il faudra faire le bilan de Madame Zuma. On le fera au cours de cette émission. Voir là où ça a un petit peu traîné, ou quelles sont les avancées également. Et je pense que le rapport qui va être remis au chef d'État que vous avez cité, c'est-à-dire la mission qui avait été confiée au président Paul Kagame, sera un des points centraux. Parce que la question, c'est aussi comment réformer l'Union africaine pour la rendre plus efficace. Bon, grand enjeu, le Maroc, bien entendu, avec qui est ce dossier très attendu, parce que bon, il y a quand même quelques divergences sur la question de la République arabe sahraoui démocratique. Donc, quelles seront les positions des États? Est-ce que ça va être retardé ou pas? Est-ce que le Maroc fera son entrée? Quel sera son apport? Tout ça sera très important. Mais j'ai l'impression que vraiment ce sommet peut marquer un tournant depuis la mise en place de l'Union africaine qui a remplacé l'OUA. C'est justement, Daouda, ce que j'allais demander à Monsieur Bikim. Est-ce qu'on peut parler d'un sommet qui peut être décisif pour l'avenir du continent? Il ne sera pas pour 2 raisons. La première, c'est qu'aujourd'hui, les chefs d'État africains ont commis une erreur stratégique énorme. C'est qu'ils sont restés enfermés dans la diplomatie secrète. Elle est au cœur des malheurs. Elle a été au cœur des malheurs de l'OUA et aujourd'hui l'Union africaine. Stratégique énorme, c'est qu'ils sont restés enfermés dans la diplomatie secrète. Elle est l'Union africaine au cœur les États et les autres organisations telles que l'ONU, les organisations régionales, en raison des questions liées d'une part à la souveraineté et d'autre part à la concentration interétatique. Entre les deux, vous avez au-dessus l'éternelle bataille de leadership transactionnel pour les uns, transformationnel pour les autres, ceux qui veulent les réformes, la refondation, et ceux qui veulent maintenir le statu quo. Aujourd'hui, nous sommes entre 2 eaux. La première nous dicte un chemin. Ce chemin, c'est comment positionner cette institution en lieu et place où elle devrait être. Je m'explique. Aujourd'hui, l'Union africaine est une caisse de résonance pour les différents chefs d'État. Elle n'est pas une institution, je dirais, autonome, indépendante en tant que telle. Ça pose problème. Le deuxième problème qu'elle a en permanence en face d'elle, c'est qu'elle ne dispose pas de marge de manœuvre suffisante pour déployer toute son action. Or, nous voyons très bien que le dernier sommet qui a eu lieu à Kigali a laissé clore sous les sunlights les grands désaccords qui minaient l'OUA et qui continuent à miner l'Union africaine. Alors, on va parler tout d'abord du bilan justement de Madame Zuma. Donc les chefs d'État arrivent, parce qu'on le rappelle, il va y avoir les discours en direct d'Addis Abeba qu'on va vous retransmettre sur Africa 24. Donc on va d'abord parler du bilan. Daouda, est-ce qu'on peut parler d'un bilan
en demi-teinte pour les plus optimistes, ou d'un bilan négatif clairement pour Madame Zouma? Bon, je dirais un bilan à demi-teinte. Pourquoi je ne mettrais pas une note totalement négative? Parce que Madame Zouma a quand même eu les mains liées. Quand vous avez une commission de l'Union africaine qui ne peut pas véritablement prendre de décision, puisque c'est la conférence des chefs d'État qui est souveraine. Donc le rôle de la présidente de la commission de l'Union africaine se limite à exécuter les décisions des chefs d'État. Maintenant, là où on peut reprocher une certaine lenteur dans l'action à Madame Zouma, c'est que quand on est à la tête de la Commission de l'Union africaine, on peut également lancer un certain nombre de dossiers, motiver les chefs d'État, c'est-à-dire créer de l'énergie autour de cet organe central pour essayer d'attirer l'attention des chefs d'État sur un certain nombre de questions et de les faire bouger. Là-dessus, je pense que Madame Zouma n'a pas été totalement active, surtout au niveau de la résolution des conflits. On l'a vu, voilà, Burundi, RDC, etc. Soudan, on va en parler justement. Alors, c'est une femme qui vient d'un pays leader en Afrique, l'Afrique du Sud. Son élection avait fait grand bruit. Beaucoup lui auraient préféré un homme d'un pays francophone. Elle y est quand même parvenue à force de lobbying. On a donc beaucoup attendu de cette femme. Monsieur Bekim, est-ce qu'on n'a peut-être pas un peu trop attendu de Madame Zouma, justement? Je dirais que son action est positive pour plusieurs raisons. C'est la première fois qu'on avait une femme, je dirais, à ce niveau de responsabilité, mais elle a été victime justement de sa mauvaise élection, pour la simple bonne raison qu'il y a une règle non écrite qui veut que ce sont les pays les moins peuplés, les plus faibles, qui puissent accéder à cette fonction-là. Et par ailleurs, Jean Ping, qui est du Gabon comme moi, je dirais, aurait dû rempiler sur un deuxième mandat. Et malheureusement, Jacob Zuma, a mis tout son poids dans la balance pour que cela ne puisse se faire. Ceci a réveillé les vieilles querelles francophones anglophones, et par ailleurs a réalimenté, je dirais, les tensions sous-jacentes entre les pays francophones et les pays anglophones, plus précisément la querelle Afrique du Sud-Nigeria, puisque le Nigeria étant membre, je dirais, de la CEDEAO et je dirais très proche des subsahariens, a souvent tendance justement à faire pencher le balancier d'un côté ou de l'autre. Et là nous étions face à une situation nouvelle qui a, je dirais, Zuma a renversé la table, pour dire les choses. Il a renversé la table. Et en général, nous sommes depuis les années 60, comme je le disais tantôt, dans des règles non écrites, donc la diplomatie secrète. Et cette diplomatie secrète... Vous estimez qu'on lui a mis des bâtons dans les roues à Madame Zouma? Tout à fait. Madame Zouma n'a pas pu mener son action de façon sereine, puisque de toute façon, pour chaque dossier, pour chaque action qu'elle souhaitait mettre en œuvre, il fallait mener des batailles infernales. Qu'est-ce qu'elle a vraiment souhaité mettre en œuvre? À part l'agenda 2063, son militantisme féminisme, à part ça, qu'est-ce qu'elle a vraiment concrètement voulu mettre en œuvre au sein de l'Union africaine pour le développement du continent? Alors, disons deux choses. La première, c'est qu'aujourd'hui, il faut le rappeler de façon permanente, la Commission de l'Union africaine n'est pas une institution comme une autre. C'est une caisse de résonance. Cette caisse de résonance met en œuvre les décisions prises par les différents chefs d'État. Or, ces différents chefs d'État n'ont pas une vision centrée sur ce qu'il faut faire d'une part, et d'autre part, vers quoi on doit aller. C'est la première chose. La deuxième chose qui, à mes yeux, est importante, cette dame arrive avec une tension énorme. Quelle est cette tension?
nous avons connu en Europe, aux États-Unis, un dossier très très prégnant qui a pratiquement dominé, je dirais, tout l'agenda diplomatique international. C'est la question du genre et la question du mariage des femmes et des hommes de même sexe. Et nous savons très bien qu'en Afrique, et surtout en Union africaine, nous avons là, justement, au niveau de son administration, des relais qui transpose l'agenda international sur le continent africain. Et cette question-là, je vais embrayer là-dessus, nous impose une réflexion sur ce que doit être les technocrates de cette commission, parce qu'il faut quand même se dire une chose. Il y a Madame Zuma, mais Madame Zuma a des équipes. Il y a des commissaires autour d'eux. Que ce soit les commissaires ou les technocrates, nous avons là un problème, pas de compétences, mais un problème d'initiative et surtout d'organisation interne. D'ailleurs, ce sont les chefs d'État qui détiennent le vrai pouvoir décisionnel au sein de l'Union africaine. C'était pas Madame Zuma. Alors justement, on parle donc du bilan de Nkosazana Dlamini Zuma, l'ancienne femme de Jacob Zuma, sud-africaine. C'était donc elle qui a été à la tête de l'Union africaine jusqu'à demain, puisque quelqu'un va lui succéder. C'est Siamlo Victoria Sedji qui nous a adressé son portrait et puis dressé les grands points de son mandat. Regardez. En fonction depuis le 15 octobre 2012 à la tête de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma pourrait connaître son successeur avant la fin du sommet de l'organisation. Les défis qui attendaient le continent étaient importants et appelaient à des résolutions fermes. D'un côté, le terrorisme en Afrique au sud du Sahara et l'après-printemps arabe duquel sortaient certains pays de l'Afrique du Nord. À cela s'ajoutent les crises sociopolitiques, mais surtout celles économiques. Des difficultés pour lesquelles la nouvelle présidente en exercice mobilise ses pairs. L'agenda 2063 est alors mise en place. Nous avons aussi fait une mise à jour concernant notre avancée par rapport à l'agenda 2063, en y intégrant l'espace commun douanier africain, les produits agricoles de base et agroalimentaires, la plateforme économique africaine, le marché aérien unique et la libre circulation des biens et des personnes sont entre autres les bases de nos premières années d'action. Nkosazana Dlamini Zuma lance très vite des opérations afin de mieux faire appliquer les résolutions contenues dans l'agenda 2063. Mais à côté de cela, elle travaille à renforcer la démocratie. En 2015, l'année des droits de l'homme est instituée sur le continent avec un accent particulier sur les droits des femmes. Le passeport africain est aussi devenu une réalité. Plusieurs chefs d'État africains et présidents d'institutions panafricaines ont déjà reçu ce document qui doit à terme permettre aux Africains de circuler librement sur le continent. En revanche, plusieurs projets entamés qui ne verront finalement pas le jour suscitent chez plusieurs observateurs un sentiment d'insatisfaction. Si vous regardez les initiatives qui ont été développées, ce ne sont pas des initiatives très fortes, très innovantes. Donc sur les questions de gouvernance, sur les questions de démocratie, nous n'avons rien vu en termes de développement. Le passeport diplomatique, il reste très institutionnel. L'espoir était que l'Union africaine devienne un instrument de réarmement moral pour les Africains. Au regard des fortes attentes qu'avait suscité sa candidature et son élection à la tête de la Commission de l'Union africaine. Nous n'avons pas senti un leadership fort, que ce soit sur les questions économiques, que ce soit sur les questions de gouvernance. La prise de fonction de Nkosazana Dlamini Zuma à la tête de la commission avait suscité l'espoir chez une bonne frange de la classe politique africaine. Première femme à occuper ce poste depuis la création de l'institution, l'inventaire de ses actions semble aujourd'hui très mitigé. Alors, l'Afrique a connu au cours du mandat de Madame Zuma différents troubles, non-respect des constitutions, terrorisme. Il y a eu la crise en Centrafrique, au Sud-Soudan, au Burundi, pour ne citer que ces pays. Au-delà de la marge de manœuvre amoindrie de Madame Zuma, Daouda s'est-elle suffisamment impliquée dans les conflits en cours sur le continent ? Bon, je crois qu'elle a fait ce qu'elle a pu au niveau des conflits, c'est-à-dire que au moins elle a fait le plaidoyer qu'il fallait, parce que bon, quand on regarde son profil, son parcours à Madame Zuma, on se rend bien compte que c'est quelqu'un qui est très sensible aux droits humains, à la paix, etc. Rien que le pays d'où il vient, l'Afrique du Sud, est quand même un défenseur des droits humains, du développement humain, etc. Donc je pense, je ne veux pas croire que Madame Zuma n'ait rien fait pour les conflits. Mais
elle a dû faire un plaidoyer auprès des chefs d'État en essayant de les pousser à agir, sauf que, on le dit, on le répète, la Commission de l'Union africaine n'a pas ce pouvoir-là, sans l'accord des chefs d'État, de déclencher... À quoi elle sert alors cette commission si elle n'a aucun pouvoir? Elle sert à exécuter les décisions des chefs d'État, et justement... On reproche aux chefs d'État de ne pas prendre les bonnes décisions, et après on les met à la tête d'une commission pour prendre ces mêmes décisions. Oui, le problème c'est que justement, quand vous avez le Burundi par exemple, le Soudan, des chefs d'État ou même ceux qui ont modifié les constitutions, leurs autres collègues ne veulent pas forcément les froisser, ça pose un problème. Alors les mêmes qui décident, c'est-à-dire les chefs d'État, quand vous avez un chef d'État qui bafoue les droits humains dans son propre pays, bon, il va pas voter contre lui-même pour une intervention militaire, par exemple. La diplomatie secrète, en fait, c'est une espèce d'entente entre eux. Bon, la diplomatie secrète, bon, je sais pas trop. Pour moi, c'est bon, ce que ça veut dire vraiment. Évidemment, les présidents vont discuter dans les couloirs, échanger en fonction des intérêts des uns et des autres. Ça, c'est une évidence. Si c'est la diplomatie secrète, très bien. Mais je pense pas que ce soit là le problème. Et quand je disais au début de mon propos que ce sommet peut vraiment être un tournant, parce que justement il va y avoir une réforme qui va être proposée, et j'espère que dans le contenu qu'elle sera acceptée et qu'elle va laisser surtout une marge de manœuvre plus importante à la Commission de l'Union africaine et aussi au Conseil paix et sécurité de l'UA. C'est ça l'enjeu. Monsieur Bikim, quel est l'intérêt aujourd'hui, à l'heure actuelle, de cette Commission de l'Union africaine? Il n'a aucun intérêt à mes yeux, pour plusieurs raisons. Alors, Wilson nous disait en 1912 que l'Europe a connu tous les malheurs qui lui sont tombés dessus parce qu'elle a mis en avant la diplomatie secrète et qu'elle a occulté la prise en compte des arrangements avec les pays qu'elle a colonisés, d'une part, et les intérêts de ces pays, des populations de ces pays-là. Ça nous ramène immédiatement dans le cœur du problème. L'Union africaine agit dans un cadre qui est le droit international. Dans le cadre du droit international, elle est dans la concertation. Elle n'a pas de souveraineté. Il n'y a pas de supra-souveraineté. Elle ne peut pas imposer ses décisions aux pays. Or, quand on regarde l'ensemble des 54 pays africains, ou 55 aujourd'hui avec le Soudan du Sud, ils sont tous signataires des accords de Bandung, tous. Et dans les accords de Bandung, nous avons une règle claire et nette qui est basée sur la souveraineté. Aucun État ne peut interférer dans les affaires intérieures d'un autre État, et encore moins la Commission africaine. La question clé qui se pose aujourd'hui, et je pense qui fera l'objet d'une prochaine discussion avec les différents chefs d'État, c'est plutôt comment refonder. Il ne faut pas reformer, il faut refonder, parce que l'Union africaine est née d'un modèle inspiré de l'Union européenne, sans tenir compte des fondements sur lesquels l'Union européenne est née. Donc nous avons ce problème-là. Ensuite, il va falloir qu'on essaye de se dire quels sont les partages de compétences qu'il peut y avoir entre les différents États membres de l'Union africaine avec la Commission. Or, ces questions-là sont systématiquement occultées et toujours rejetées. Et ce qui nous amène à la sortie de Mbeki, qui avait dit qu'il faut très rapidement qu'il y ait un Parlement africain et que l'ensemble des pays membres de l'Union africaine acceptent justement un partage de souveraineté. Comme ils le font dans le cadre des accords bilatéraux et multilatéraux. Ce qui fait qu'en fait aujourd'hui, la Commission de l'Union africaine, c'est le dernier roue du carrosse. Alors justement, il va y avoir une réforme. Le président rwandais Paul Kagame justement a été chargé de lancer le chantier de la réforme de l'Union africaine. 9 personnalités ont été désignées avec lui pour l'accompagner dans cette lourde mission. Parmi eux, il y a le Bissau-Guinéen Carlo Lopez, ancien secrétaire exécutif de la Commission économique pour l'Afrique des Nations Unies, le Camerounais Achaleke. Il y a le milliardaire Steve Massi qui a fait fortune dans les télécoms. C'est au Zimbabwe, donc il a une équipe, on peut dire, relativement bonne, formée, solide. Daouda, qu'est-ce qu'on doit attendre de cette mission? Quelles peuvent être les conclusions de cette enquête?
Alors déjà, il faut dire qu'il y a déjà la question du financement de l'Union africaine qui, à mon sens, est fondamentale. On a beau réformer, refonder... On rappelle que Mme Zuma avait appelé à l'indépendance financière de l'Union africaine, c'était au dernier sommet à Kigali. Est-ce que c'est possible justement? Tout à fait. Cette mesure d'appliquer 0,2% de taxes sur les exportations est tout à fait possible. Et je pense que dans tout ce qu'on dit, la base, c'est l'indépendance financière. Qu'on a beau refonder, réformer ce qu'on veut, l'Union africaine, s'il n'y a pas cette indépendance financière, comment voulez-vous intervenir? On parle de pays au sein de l'Union africaine qui n'auraient pas les moyens de payer leurs propres élections. Oui. Comment pourraient-ils, qui n'ont pas les moyens de mettre l'électricité dans leur pays, comment pourraient-ils cotiser à l'Union? Parce qu'on sait qu'ils ne payent pas leurs cotisations, il faut le rappeler. Oui, mais justement, Amira, c'est pour ça qu'il fallait trouver une formule qui soit équitable. Quand on dit il y a une taxe sur les importations, celle-là, elle peut être commune à tous les pays. Maintenant, bon, les pays n'ont pas le même poids économique. Vous savez, l'Union européenne, les pays ne contribuent pas tous à la même hauteur. Donc, l'important, c'est de partir sur une base qui soit équitable. Et je pense que là, c'est une bonne formule quand même qu'il faudra pousser. Et ça va être confirmé dans le rapport qui va être remis au chef d'État aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'autre de ce groupe de travail? Je pense que, à mon sens, les questions de paix et sécurité, la réforme même de cette commission de l'Union africaine va être aussi quelque chose qui sera proposé, à mon avis. C'est-à-dire... Y a-t-il pas trop de chantiers, Daouda? Il y a trop de chantiers, mais figurez-vous, Amira, en même temps, on a l'impression que l'Union africaine avance lentement, mais quand vous comparez 1963, l'organisation de l'Union africaine, jusqu'en 2000, on va dire, 1999... la déclaration de Sirte, 2000 le sommet au Togo où vraiment la charte de l'Union africaine a été présentée, 2001 on va dire entre 2001 et 2001 l'adoption même de cette charte, 2002 c'est allé très vite la conférence inaugurale à Durban. Bon là certes il y a 15 ans mais entre ce que l'OUA a fait entre 1963 et 2000 et aujourd'hui entre 2000 et là, je pense qu'il y a quand même des avancées. L'Union africaine commence à travailler. Moi, je préfère voir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. L'important, c'est d'avancer, de réformer, de se souder pour que ça avance, mais il va falloir que les États, je reprends ce que disait mon co-débatteur, il va falloir que les États puissent lâcher du lest au niveau de leur souveraineté. Aujourd'hui, les Nations Unies, on l'a vu, la CEDEAO en Gambie par exemple a pu intervenir. Les Nations Unies peuvent déployer un certain nombre de missions de maintien de la paix dans un certain nombre de pays. Pourtant, ces pays-là où se déroulent ces missions de la paix font partie des Nations Unies. Donc ce système-là peut très bien fonctionner, mais il faut véritablement que les États changent les règles du jeu. Pas besoin de l'unanimité pour pouvoir intervenir au Sud-Soudan par exemple ou au Burundi, etc. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Et puis dernier élément, je terminerai là-dessus, l'enjeu véritablement aujourd'hui, c'est d'arriver à une Union africaine des peuples. Parce que pour l'instant, c'est une Union africaine des États, des nations. Les peuples africains ne se sentent pas véritablement concernés ou la plupart ne connaissent pas l'Union africaine. Et il va falloir aller vers ça. Et pour ça, le seul moyen d'y arriver, c'est le développement. Moi, j'ai envie de dire que les questions de paix et de sécurité, ça nous fait perdre du temps. Certes, il y a un certain nombre de pays qui sont instables, mais là, c'est pas l'enjeu véritablement. Il ne faut pas qu'on se concentre là-dessus. L'enjeu, c'est le développement. Il y a des pays qui sont totalement stables, qui demandent juste à se développer. Donc le NEPAD, à mon avis, devra être transformé en une machine véritablement qui puisse promouvoir le développement sur les questions économiques, les questions sociales, l'éducation, la santé, etc. Si l'on compare avec le modèle de l'Union européenne,
les citoyens européens, bon, même si l'engouement a baissé, se sont sentis européens parce qu'à un moment donné, vous pouvez trouver des financements de la part de la Commission de l'Union européenne, vous pouvez vous investir dans des programmes comme Erasmus, etc. Il faut véritablement... Vous pouvez circuler librement. C'est ça les vrais enjeux et j'espère que ces propositions figureront dans ce rapport. Alors, pour revenir sur l'efficacité de l'Union africaine qui est beaucoup remise en cause, comment justement, M. Bikim, on peut rendre cette Union africaine plus efficace et plus autonome? L'Union africaine subit, je dirais, les contingences de la théorie des interdépendances complexes. Je m'explique. Le monde dans lequel nous vivons, qui est né de l'après-guerre de 1945, a imposé la règle d'or de la souveraineté des États. Ces États ont toutes les latitudes de défendre et de promouvoir leurs intérêts, y compris en dehors de leur territoire, ce qui va nous ramener dans cette fameuse diplomatie secrète. Aujourd'hui, nous avons une institution, à mon avis, qui avance, qu'à un quart, hein, qu'on soit content ou pas, il avance, il faut l'accepter. La question de fond qui se pose à elle, c'est comment, où, quand, avec qui, sur quelles compétences elle pourrait être reconnue. Moi, je pense que l'Union africaine devrait se positionner à la confluence de la souveraineté des États, de la supranationalité qui vient de l'ONU, et en se positionnant comme un accélérateur et un accompagnateur des États. Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez, depuis 1945, le PNUD, le CNUSED, bon, sans compter les grands pays, la France, les États-Unis, qui ont chacun son service de coopération, de renforcement de capacité. Ce rôle-là devrait revenir de droit à l'Union africaine. C'est d'où le NEPAD, justement. Premier point. Le deuxième point, qui est assez important, dans le cadre des 14 principes de Wilson sur la société des nations, il y en a un qui concerne les pays africains, enfin les pays colonisés. Wilson avait réussi le tour de force avec les États du monde, sauf les États-Unis, à dire, attention, tous les États qui ont colonisé des territoires doivent s'arranger sur les questions coloniales et faire en sorte que les intérêts des peuples puissent être pris en compte. Ça n'a jamais été fait. Depuis 1912. Depuis 1900, nous sommes en 2016. 2017. 2017. Voilà un chantier qui échoua de fait à l'Union africaine. C'est dans les traités, ça a été repris par l'ONU. Aujourd'hui, la question centrale, pour moi, serait d'autonomiser cette structure, cette institution, de permettre à ce qu'en son sein, il y ait une véritable démocratie, enfin que ce ne soit pas un choix discrétionnaire pour nommer ou désigner leurs dirigeants, d'où la nécessité d'avoir un parlement, donc d'avoir des élus, je prends le Sénégal, le Gabon, que dans chaque pays, qu'on puisse élire des députés africains qui puissent aller siéger et que ces derniers, justement, se saisissent de ces questions-là. Tant qu'on n'arrivera pas à ce niveau-là, il sera très difficile, Alors vous me parlez, d'avancer. Messieurs tous les deux, d'une institution qui avance. Moi, j'aimerais revenir sur le cas burundais. On a beaucoup attendu Daouda de l'Union africaine sur la question burundaise. Ce fut un échec total. Les chefs d'État n'ont ni su parler d'une même voix, ni encore moins agir communément. C'est un véritable fiasco, on peut le dire. Oui, je pense que c'est un fiasco à ce niveau-là, parce que on l'a bien vu, le président Pierre Nkurunziza s'est entêté au pouvoir. Par rapport à ce fameux troisième mandat, il y a quand même des victimes qui sont déplorées. Mais de mémoire, il y avait quand même une mission de l'Union africaine, dont faisait partie d'ailleurs le président Macky Sall, qui avait été au Burundi pour essayer de convaincre, discuter, dialoguer, mais faut l'avouer, c'est un échec. Sans compter sans le président Zuma. Exactement. Donc c'est quand même un échec. Mais moi là, je vois une stratégie
qui peut se faire en douceur en attendant que l'Union africaine prenne véritablement son indépendance. C'est-à-dire qu'il y a le Conseil de paix et sécurité des Nations Unies. Les Nations Unies interviennent dans un certain nombre de terrains en Afrique et sans délégation vis-à-vis de l'Union africaine. Je pense que si le Conseil de paix et sécurité de l'Union africaine arrive à se mettre en place, à se crédibiliser et que l'institution est indépendante, peut se doter de moyens, ne serait-ce qu'organisationnels pour intervenir en Afrique, on peut imaginer que les interventions, par exemple si quelqu'un bafoue les droits humains, par exemple le cas du Burundi, qu'il y ait une résolution des Nations Unies pour, par exemple, soit une intervention militaire, soit une mission de maintien de la paix. Et dans ce cas-là, ce serait délégué à l'Union africaine via le Conseil paix et sécurité. Je pense que déjà, dans un premier temps, si on arrive à ça, les États ne pourront pas, même si ça ne vous arrange pas, vous ne pouvez pas aller contre, puisque la décision, la supranationalité justement, la décision a été prise au niveau des Nations Unies. Mais moi, je ne conçois plus aujourd'hui que l'Union africaine existe et que les missions de maintien de la paix des Nations Unies se fassent directement sans transiter par un organe qui soit chargé de l'exécuter au sein même de l'Union africaine. En attendant que l'Union gagne son indépendance véritablement, parce qu'on sait très bien que c'est difficile de décider entre les États, il y a du copinage, il faut dire les choses. Donc je pense que ce schéma-là, dans un premier temps, peut très bien marcher pour permettre d'entraîner ce Conseil paix et sécurité de l'UA. Monsieur Bikim, je voudrais revenir avec vous sur cette autonomie financière de l'Union africaine, une autonomie qu'à l'heure actuelle elle n'a pas du tout, parce qu'on va le rappeler, tous les États ne payent pas leurs cotisations et l'Union africaine est encore largement dépendante des bailleurs européens. C'est normal, pour la simple bonne raison que l'OUA, sa défunte grande sœur, a été pensée par les pays colonisateurs, la France, l'Angleterre, le Portugal, la Hollande, la Belgique, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, et j'en passe. Au premier point. Second point, ces différents pays qui ont colonisé les territoires africains sont observateurs et membres, ce qui pose un gros problème. J'imagine pas l'Afrique observateur ou membre de l'Union européenne. Premier point. Et ça me renvoie toujours, sur les 14 principes de Wilson. Les arrangements avec les pays qui ont été colonisés, les intérêts de ces peuples, c'est des choses qui ont été écrites, actées, signées par tous ces pays-là. La vraie question, c'est, Tal, qui est là, moi Jean-Bernard, que faisons-nous pour faire remonter ces choses qui ont été actées, mais qui ne sont pas mises en œuvre? Parce que c'est bien beau de dire, ça n'avance pas, mais non, les choses sont là. Elles existent. Il y a un rapport d'ailleurs, le rapport de l'entente cordiale entre la France et l'Angleterre, qui dit attention, nous reconnaissons, c'est un rapport qui a été fait en 1972, nous reconnaissons que nous sommes au cœur des déséquilibres sur ces territoires-là, il va falloir œuvrer pour rééquilibrer l'ensemble. Mais qu'est-ce qui a été fait? Moi je pense qu'aujourd'hui, j'en veux à Kaberuka. Kaberuka est resté pendant combien de temps président de la BAD? Comme par hasard, ils découvrent qu'on peut taxer les importations et qu'est-ce qu'ils choisissent? 0,2%. Je vous rappelle que le financement, la CE et l'Union européenne, est basé sur des taxes. Douanières, importation, exportation, surtout. La vraie question qu'on doit régler, Amira, nous Africains aujourd'hui, c'est comment se mettre au-dessus de la diplomatie secrète. Comment se mettre au-dessus? Comment trouver les équilibres qui permettent de faire avancer cette machine. C'est une belle machine. Là encore, nous avons un défi énorme qui s'oppose à nous. C'est pour ce que je disais tout à l'heure, que le prochain commissaire préparera le vrai saut dans le réel de l'Union africaine. Et c'est l'heure de marquer une courte pause, mais cette édition spéciale n'est pas terminée. Une édition, rappelons-le, consacrée au 28e sommet de l'Union africaine. Un sommet aux multiples enjeux, puisqu'on connaîtra le nom du successeur de Madame Dlamini Zuma à la tête de la Commission de l'Union africaine. Et puis nous saurons également si le Maroc, ancien membre, même membre fondateur de l'OUA, réintégrera l'Union africaine. Nous le saurons aujourd'hui ou demain. Pour l'heure, on se quitte juste
juste quelques minutes pour une nouvelle édition de l'information sur Africa 24 et puis on se retrouve juste après pour la suite de cette émission spéciale. Restez avec nous, à tout de suite.